Merci beaucoup pour cette introduction. Je pense que vous êtes encore en pleine forme. Une belle journée. Voilà, on va essayer de la clore correctement, en tout cas, sur un sujet effectivement un peu plus spécifique qui concerne les sols urbains. Donc c'est une contribution de nous trois, y compris donc Geoffroy Serré, qui est le principal artisan de ce que je vais vous présenter, et Christophe Schwartz, qui est l'actuel directeur du laboratoire. Et c'est également dans le contexte du GISFI, qui est un groupement d'intérêt scientifique sur les friches industrielles. Donc vous voyez qu'on est quand même intéressé par des milieux qui sont très marqués, très anthropisés. Voilà, le contexte, vous le connaissez, hein, l'humanité est devenue majoritairement urbaine en 2008, et ça c'est inéluctable. Et donc, dans ce contexte-là, on l'a vu ce matin avec Madame le maire, les villes veulent être soutenables, durables, etc. Et donc, quel est le positionnement, le rôle du sol dans ce contexte? Eh bien, il y a beaucoup de questions qu'on peut poser en ce qui concerne le sol. Déjà, la protection des sols, la limitation de la consommation de terres agricoles, comme on peut le voir sur cette photo. Et puis, finalement, quel est l'état des fonctions des sols urbains en termes de services écosystémiques que ces milieux peuvent rendre. Et puis, comme bien les villes sont censées ne plus s'étendre ad vitam, eh bien, comment obtenir plus de services sans augmenter les surfaces urbaines. Et c'est sur ce point que je vais insister, donc avec notamment l'ingénierie du sol urbain et la construction de sols à façon, de sols qui vont nous rendre un certain nombre de services parce qu'ils possèdent des fonctions bien particulières. Le contenu, donc un petit focus sur les sols de l'environnement urbain. Je pense que vous n'êtes pas forcément très habitués. La construction de sol, qu'est-ce que c'est? Les matériaux que l'on peut utiliser pour faire de la construction de sol sans aller prélever sur les terres agricoles, sans aller prélever sur des matériaux naturels comme les granulats de carrière, et puis un exemple de recyclage de territoires dégradés comme les friches industrielles à partir de la construction de sol et de matériaux délaissés, donc de matériaux de substitution. Voilà le menu. Donc les sols de l'environnement urbain, bon, je vais revenir sur ce terme, SWITMA. On a publié dans le contexte de l'Union internationale de la science du sol cet ouvrage il y a 2 ans sur les sols dans les cités. Et donc ces sols, il faut donner quelques définitions. À l'évidence, ça, vous le savez, sont des sols très transformés, où il y a de l'excavation, il y a de la transformation, il y a des apports qui sont généralement pas forcément destinés à construire des sols, mais qui sont plutôt le fait du génie civil pour rendre des services bien particuliers, comme ne serait-ce que la portance. Et il y a aussi des sols, des actions où les sols sont élaborés de façon délibérée pour remplir des fonctions donc spécifiques et remplir une gamme de services, comme par exemple des sols scellés. Bien, effectivement, sur un sol scellé, c'est plus facile de marcher que dans la boue. Toits et murs végétalisés, espaces verts, les sites et sols dégradés que l'on veut requalifier. Là aussi, on peut faire de la construction de sol. Alors, en termes de définition, dans les zones urbaines, quand vous allez dans un parc, finalement, vous avez des sols qui sont aussi très proches des sols du milieu naturel. Seulement, ils évoluent dans des conditions différentes. Le tassement, le piétinement, qui est largement supérieur aux forêts naturelles, et puis l'apport de polluants et la température qui, dans les villes, vous le savez, est largement supérieure à ce qu'elle est dans les campagnes, et voilà, donc de plusieurs degrés de différence. Et ça a une influence aussi sur le fonctionnement des sols. Alors, on parle de sol urbain pour faire simple, mais vous allez voir que sol urbain recouvre une gamme très large de sols. Et on peut ici parler de SWITMA. Donc les SWITMA, ce sont des sols, des zones urbaines, industrielles, transports, minières et militaires. Donc toutes les zones où il y a eu une activité intense qui a fortement perturbé ces milieux. Donc on a créé en 1998 avec un collègue allemand un groupe de l'UISS qui s'appelle SWITMA et qui consacre ses travaux à ces milieux. Donc les caractéristiques communes, en allant assez vite, ils sont composés de matériaux grossiers, vous voyez, sable et gravier qu'on a importés pour la construction notamment. Ils sont
peuvent être très riches en carbone organique, comme par exemple des sols de jardin. Également, là, vous voyez entre des pavés, des sols très noirs. Ce sont des sols qui contiennent du black carbone. C'est une forme de carbone qui est très, très résistant à la dégradation, qui provient des combustions, qui provient du roulage, de l'usure des pneus, etc. Donc, ça représente une part importante de carbone. Et puis, ces sols ont un pH élevé. Vous pouvez être, par exemple, là, en Bretagne, les sols agricoles sont plutôt acides. Eh bien, les villes, Rennes est probablement majoritairement à pH alcalin, parce qu'il y a des matériaux carbonatés, le béton et tout ce qu'on peut importer dans les villes pour leur édification. Voilà un exemple, ça c'est sur Tokyo. Vous voyez le pH ici entre la profondeur et le haut. Donc, ça passe de 9 à 6, donc des variations très importantes. Enfin, ils sont tassés avec des structures très particulières, vous voyez bien pourquoi. Et ils peuvent contenir des contaminants, ils sont souvent scellés, donc bétonnés, avec les fonctions notamment d'infiltration qui sont perturbées, voire complètement anéanties. Alors, on a fait de la typologie ce matin de matériaux, des biochars, des composts, des matériaux issus de la méthanisation. En matière de sorte du sol, il y a aussi de la classification. Rassurez-vous, je ne vais pas vous la détailler. Simplement, si je prends la classification internationale, il y a 36 groupes de sols et il y a deux groupes qui sont consacrés au sol urbain, au sol très anthropisé. Les entresols, qui sont très marqués par une utilisation longue et intensive. Donc le maraîchage, vous voyez celui-ci, 1,50 m de matière organique, d'un horizon très, très organique. Et l'autre groupe de sols, eh bien, ce sont les technosols, c'est-à-dire des sols qui contiennent de grandes quantités de matériaux technologiques, comme par exemple celui-ci, qui est un sol développé sur un matériau 100% technologique. Ce sont des bouts industriels, et pour autant, ils supportent une forêt tout à fait en bonne santé. Voilà, entre sol et technosol. Alors, si on revient au niveau du référentiel pédagogique français, on va trouver anthroposol. Et anthroposol bien regroupe ces deux groupes, si on peut, pour faire relativement simple. Moi, je préfère utiliser la WRB, la classification internationale. Des exemples d'entresol que j'ai déjà montrés. Donc, vous voyez, un jardin, alors, ça pour l'histoire, c'est la maison Tolstoï à Moscou. Donc, c'est un jardin qui a une très longue histoire avec quasiment 60-70 cm d'un horizon très, très noir. On va trouver, vous voyez, les traces de lombric aussi avec une incorporation de matière organique en profondeur, des artefacts également. Un autre sol, vous voyez là, qui est composé d'un ancien profil. Vous voyez l'horizon de surface ici, c'est un ancien horizon de surface agricole qui a été enterré, qui a été recouvert. Donc les villes grandissent. Au milieu de Paris, le sol d'origine, le soubassement est à 10 mètres. C'est le cas de la plupart des grandes villes et villes anciennes. Alors, des exemples de technosols, comme par exemple sur les friches industrielles, là, il y en a une très grande variété, qui contiennent des matériaux technologiques, sont hétérogènes, tassés, faible fertilité, souvent des pollutions, comme par exemple ici des goudrons qui coulent. Ça, c'est pas des cailloux, c'est du béton. Ça, c'est pas une racine, c'est un fer à béton, etc. Donc, vous avez toute une gamme de sols qui sont le pur produit de l'activité humaine. Voilà. Alors, dans les villes, eh bien, on va trouver une très grande diversité de sols, sans rentrer dans les détails. Avec, là, ils sont organisés pour montrer l'anthropisation croissante, des sols qui sont proches des milieux des forêts, vers des sols scellés. Voilà, et on essaye de les grouper également en 4 groupes pseudo-naturels construits, sol sur dépôt, sol imperméabilisé. On peut mettre en regard aussi la valeur des services rendus par ces sols. Bon, il est évident que plus on va vers la droite, plus cette valeur est faible. Et c'est assez évident, même si ces sols ont une très grande valeur pour le roulage, pour la vie dans les villes, ils n'ont quasiment aucune valeur du point de vue biologique, biodiversité, etc. Voilà, donc ça c'était le premier point. Je surveille l'heure. Donc la construction de sol, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, pour faire les choses de façon assez schématique, une ville durable, gestionnaire des villes, c'est pour satisfaire les attentes des citoyens en matière de services écosystémiques, et ce, de façon durable.
Il se trouve qu'avec les grandes mutations économiques, beaucoup de villes disposent de friches urbaines et industrielles, donc une ressource foncière importante. Et à partir de chaînes de valeur qui utilisent le traitement des sols pour éliminer les pollutions, les restaurer, etc., construire en fonction des sols, eh bien, on peut espérer obtenir toute une gamme de services écosystémiques pour les villes et pas simplement le roulage comme je l'évoquais. Alors, construire un sol idéal pour un usage donné, donc ça c'est un travail, j'y ferai souvent référence, dans lequel Olivier Damas était impliqué, il est dans la salle je crois, voilà, très impliqué. Donc il faut adapter les niveaux de fonction aux usages des sols. Ici sur cette image radar, vous avez quatre types d'usages, square ou parc, carte d'alignement, accompagnement de voies, espaces naturels aménagés. Vous voyez que les exigences sont différentes selon les situations. Et si on transpose ça au niveau des propriétés des sols, eh bien, pour un sol qui sera constitué de 3 horizons, je reviendrai là-dessus, un horizon de croissance par exemple, eh bien, on va attendre qu'il ait des niveaux d'eau utiles, un pH, etc., relativement élevés, etc. Donc ça, c'est juste un exemple pour vous montrer que pour construire un sol, eh bien, il faut rendre un certain nombre, il faut remplir un certain nombre de critères. Alors, des exemples de profils de sol construit. Un sol qui est constitué de 3 horizons, un horizon de croissance, un horizon de développement, et puis un horizon technique dit hydrique, donc qui va permettre la circulation des fluides au sein du profil. Le même profil, sauf que ici l'horizon technique, c'est un horizon de confinement, c'est un horizon donc qui va permettre d'isoler le sol du substrat qui lui est contaminé, donc pour limiter les éventuels transferts des contaminants vers la surface. Et puis d'autres types de sols construits comme celui-ci, où là on a des exigences plus importantes en matière de fourniture d'eau. Les sols pour les arbres d'alignement et puis d'autres sols, et c'est l'exemple que je montrerai tout à l'heure. Et ces différents types de sols ont été testés dans des grands programmes comme Biotechnosol, CITER et l'Orvert, qui sont tous terminés. Le dernier, l'Orvert, s'est terminé l'année dernière. Alors, pour donc construire des sols, bien entendu, construire des horizons, et puis ensuite les superposer. Chaque horizon est constitué, lui, de mélanges. Et eh bien, il faut être capable de choisir les bons mélanges. Et pour cela, eh bien, les travaux ont mené à développer de l'analyse multicritère qui prend non seulement en compte les matériaux, leur composition et puis leur disponibilité et les usages, bien entendu, mais également d'autres critères comme des critères environnementaux, le stockage de carbone et puis des critères socio-économiques, d'acceptabilité et surtout de coût. Ce qui permet, à partir de cette analyse, que je ne détaillerai pas, de définir le meilleur sol adapté à l'usage en fonction des conditions de fourniture de matériaux et des conditions socio-économiques et environnementales du lieu et du moment. Alors, en termes de matériaux de substitution à la terre végétale et aux granulats de carrière, pour l'illustrer, eh bien, je vais m'appuyer sur ce gros programme CITER qui avait associé toute une gamme d'acteurs qui étaient pilotés par Plantes et Cités, donc Olivier Damas était le leader du projet, puis un ouvrage est sorti de ce projet. Alors, deux situations. La situation la plus courante d'une ville qui importe des matières premières pour la construction et toutes les activités urbaines, et puis qui renvoie, on l'a vu ce matin, toute une gamme de déchets, des boues, des déchets. Je suis désolé, c'est Siri qui se met en route. Oui. Siri qui me dit « tais-toi, t'as assez causé ». Voilà, donc ça c'est la situation classique, et puis une situation plus d'actualité, donc dans un contexte d'économie circulaire, c'est recycler les matières secondaires, et ici on va voir leur recyclage pour l'aménagement paysager. Alors, quelques types de matériaux secondaires ici qui peuvent être utilisés, qui ont été testés
dans le contexte de CITER pour la construction de sol. Vous voyez, des ballasts, des briques, je vais revenir sur les briques, des déchets verts, donc de la matière organique ici, des déchets du balayage des rues, des bétons, des bouts de papeterie, des bouts de stations d'épuration, des composts, des déchets, etc. Donc des matériaux que vous connaissez, qui ont été largement présentés ce matin, mais ont aussi une utilité dans ce contexte-là. Alors, un petit zoom sur les briques. Les briques sont considérées dans les technosols comme des artefacts. Alors, vous avez là toute la liste des artefacts que je ne vais pas reprendre, mais les briques ont un avantage très important. Déjà, elles sont présentes partout. Où que vous alliez dans le monde, vous trouverez des briques dans les sols, et principalement dans la fraction grossière. Et ces briques, elles n'ont pas simplement un rôle de remplissage, elles ont aussi un rôle dans le stockage de l'eau, dans la nutrition végétale, parce qu'elles stockent de l'eau et des éléments nutritifs et qui sont restitués aux racines. Et elles présentent un système poreux qui est assez dense que les racines peuvent pénétrer. Elles s'attachent aux briques, comme on le voit sur cette photo, mais elles peuvent pénétrer aussi à l'intérieur de ce système poreux, où là, vous voyez toute une gamme d'organismes, racines, la mycorhize associée, puis les bactéries de la rhizosphère. Donc ce sont des matériaux extrêmement intéressants, pour autant qu'ils ne contiennent pas de polluants, bien évidemment. Et ils peuvent être utilisés pour la construction de sol. Alors quand on a tous ces produits qu'on a choisis, on fait de la formulation. Là, je vous donne juste un exemple. Formulation en vraie grandeur, avec on teste tout un ensemble de paramètres, comme par exemple la masse volumique, mais aussi la fertilité, teneur en matière organique, la fertilité en phosphore, etc. Donc, ce sont des exemples ici d'assemblage. Par exemple, déchets minéraux et compost, déchets minéraux et stations SPP, ça m'échappe. Désolé. Mais donc, ce sont des matériaux secondaires, SPP. Sous-produits papetiers. Merci. Voilà, alors quelques exemples de mélanges testés. Alors, des mélanges pour l'horizon de croissance ici. Donc, qui vont contenir de la matière organique, comme par exemple du compost, voilà, en CO, et également des matériaux de remplissage. La TA, c'est une terre excavée qui a été traitée. Et BR, ce sont des briques. On va retrouver les briques. Et là, DR, donc des déchets de balayage et du ballast. Donc voilà quelques exemples ici de mélanges qui ont été testés dans le contexte de CITER. Pour l'horizon de croissance, horizon de surface, pour un mélange technique ici, où on va retrouver effectivement les bouts de papeterie en association avec du ballast, et des mélanges squelettes, où là les matériaux grossiers sont les plus abondants, ballast, béton et terre excavée. Donc, voilà quelques exemples de mélanges. Et donc pour terminer, je voudrais illustrer une situation réelle qui a mené à la construction de sols. Donc le contexte, c'est le projet L'Or Vert, qui est associé aussi un ensemble de partenaires, tant académiques que privés, industriels. Alors, moi je viens de Lorraine. La Lorraine, comme quelques régions, a connu une très forte déprise industrielle il y a longtemps, ça fait longtemps maintenant, mais on a toujours des friches qui sont là. Tout n'a pas été reconverti, loin de là. Ça, c'était fin des années 80, et puis voilà ce qu'on a aujourd'hui, qui a un peu changé avec la végétation. Donc cet espace qui représente quasiment 60-80 hectares, peut être considéré comme une ressource, et une ressource qui va contribuer à l'amélioration des services écosystémiques. Alors on va voir en approvisionnement, régulation, approvisionnement en termes de biomasse pour des usages industriels, énergie, biochar, également fibres et d'autres utilisations. Donc pour autant qu'on a contrôlé la pollution, on va ensuite restaurer les fonctions du sol et produire de la biomasse à usage industriel. Et tout ça va être dans le contexte actuel, services écosystémiques, économie circulaire et solutions fondées sur la nature. Voilà les trois piliers actuels de la gestion environnementale sur lesquels
on a développé cette approche. Alors les gisements recensés, donc à partir du catalogue européen des déchets, 842 déchets recensés, 98 ont été potentiellement considérés comme réutilisables, et puis on a identifié une douzaine de matériaux qu'on a classés en 3 catégories en fonction de leur intérêt agronomique: matériaux organominéraux, matériaux organiques amendants, et puis matériaux techniques. Alors sans les détailler, vous voyez lesquels se trouvent dans chacune des catégories. Et en face de ces matériaux, il fallait aussi avoir les tonnages. Il ne s'agit pas de tirer les plans et de ne pas avoir à disposition les matériaux. Donc voilà, on a les volumes, les tonnages, voire volumes, qui sont disponibles annuellement. Alors là, je ne rentre pas dans les détails, mais simplement pour vous montrer la démarche. Donc chacun de ces groupes de matériaux et matériaux ont été analysés, caractérisés déjà. Donc là, c'est essentiellement la qualité. On va prendre par exemple bout de papeterie qui améliore le comportement hydrique, ça c'est leur intérêt. Par contre, elles sont sensibles au tassement et le risque d'entraîner des engorgements. Et là, elles peuvent être très utiles à l'inverse pour construire un horizon technique qui limite donc un horizon de confinement qui limite les flux de polluants. Voilà, des déchets verts, là aussi, apport de matières organiques et de nutriments, brouillage nécessaire dans l'utilisation. Donc on a fait ce travail pour chacun des matériaux qui ont été sélectionnés. Alors, il y a eu des analyses que je vous passe, je ne vais pas vous les présenter. Et le sol construit, c'est un sol d'1 mètre de profondeur, que vous voyez là, le sol réel, constitué en surface d'un horizon de croissance 90% de terre de biocentre, donc une terre traitée par biopile, qui était polluée par des polluants organiques, 10% de compost, et puis ensuite la même terre avec 15% de sédiments fluvial, et ici 75% de sous-produits palpetiers et 25% de sédiments fluvial. Vous avez les caractéristiques ici du sol qui a été construit. Le chantier, les tonnages qui ont été mobilisés. Ici, voilà, donc c'est vraiment un très gros chantier sur plus de 1 hectare. Et on voit le sol qui, non seulement il s'élève, on reconnaît la couleur des bouts de papeterie et le profil. Donc ça, en septembre 2016. Et depuis, donc, on a conduit toute une gamme de cultures. On a fait pousser des arbres, on a testé des plantes à fibres, notamment du chanvre, de l'ortie. Et en dernier lieu, on a testé aussi des céréales. Donc, je vais vous montrer juste une diapositive pour illustrer ça. Donc, avant, la terre de biocentre, elle est relativement compacte, grossière, donc il était nécessaire de broyer, et puis faire attention de ne pas aussi perturber les horizons qui viennent d'être construits. Et puis un apport en azote minéral minimal, essentiellement quand on a cultivé le chanvre, mais pour les autres plantes, aucun autre apport n'a été fait que cela. Voilà, donc les cultures qui ont été mises en œuvre, donc je vous présente essentiellement ici les cultures annuelles, donc le chanvre, avec les rendements un peu inférieurs à ce qu'on peut avoir dans le Grand Est. Et puis la dernière année, donc ça c'était 2017-2018, un triticale, donc avec un rendement qui est tout à fait acceptable. Donc là, vous voyez la conversion, là, on était sur une friche industrielle. Il y a 50 ans, on y faisait de l'acier, on faisait du coke pour l'acier, c'est à cet endroit-là. Et là, on a un retour vers de la production agricole. Voilà, et donc pour terminer, le sol, comment il évolue, parce que bon, nous sommes aussi des pédologues, on veut savoir ce qu'on a fabriqué, comment ça va évoluer. On a eu quand même des surprises, et au plan scientifique, c'était extrêmement intéressant. On a toujours eu, en cours, moi je me souviens de mes profs, pour faire un sol, c'est long, ça prend du temps, mais pour faire un sol, c'est pas si long que ça. En fait, voilà, on arrive à effectivement avoir un sol fonctionnel en très peu de temps. En une année,
année, 2 ans, il est fonctionnel et surtout il évolue très vite parce qu'on a des matériaux qui sont finement divisés, donc qui s'altèrent fortement. Et on le voit sur cette image, c'est un exemple de l'évolution des propriétés physiques, mais il y a aussi des propriétés chimiques. Et on voit que de 1 an à 10 ans, donc on passe des couleurs sombres vers les couleurs plus claires, eh bien on voit que la densité apparente augmente, donc effectivement le sol a tendance à se tasser. Et au plan des horizons, vous voyez qu'il y a il y a des fluctuations, on a des nouveaux horizons qui apparaissent, et on arrive à un sol là qui est quasiment presque stabilisé au plan pédologique. On a sans vous le décrire, il ressemble à un sol brun. Voilà. Alors, ce qui est aussi intéressant, c'est qu'on a regardé toute une gamme de services. Je vous en présente 2 là, la biodiversité, avec l'exemple des lombriciens. On a mesuré d'autres organismes. Vous voyez qu'au bout de 2 ans, bien, on commence à voir apparaître les lombriciens, et puis ensuite ils se développent de façon assez spectaculaire dans le sol. Donc on peut dire effectivement que là, à 3 ans, bien, on a un sol qui devient tout à fait fonctionnel et habitable. Quant au stockage de carbone, on a accumulé beaucoup de carbone avec les bouts de papeterie qui sont dans cet horizon de confinement ici. Eh bien, ça c'est un sol de prairie, là, donc avec quelques fluctuations, prairie de la région, et le stock de carbone a subi effectivement une décroissance assez importante dans les premières années, et puis eh bien il a remonté. Donc la matière organique fragile, labile, s'est dégradée, mais finalement sa dégradation s'est stoppée et a été compensée par des apports de matière organique dus à la végétalisation. Au-dessus, je ne l'ai pas mentionné, mais on a une prairie extrêmement dense qui s'est installée. Et on a fait tourner un modèle, le modèle Rotsey, pour aller, là on est à 12 ans, pour aller à une centaine d'années, effectivement, la courbe se prolonge un peu de cette manière. Voilà, donc on considère que c'est aussi un moyen peut-être pour stocker du carbone, même si les quantités, les surfaces ne sont pas considérables, c'est peut-être négligeable par rapport au reste, mais bon, c'est les petits ruisseaux qui font les grandes rivières. Voilà, donc en conclusion, alors les sols urbains, les SWICMA, vous l'avez vu, sont très divers, complexes, distribués de façon hétérogène, et jouent un rôle très important dans l'écosystème urbain. Et la démarche aujourd'hui, elle est inverse à celle que j'ai présentée ici en coloré. En général, le sol en ville, il est subi. Il est subi parce qu'il est maîtrisé par le génie civil. Et c'est le génie civil qui fabrique les sols, que ce soit des sols bien sûr, c'est normal qu'ils s'occupent des sols scellés, mais les sols des espaces verts, eh bien, on a des sols qui sont subis, quelquefois tassés. On voit des arbres qui, quand on ouvre un profil avec des systèmes racinaires très, très tortueux, qui ne sont pas bien. Et donc, l'idée, c'est plutôt de partir des services. Finalement, gestionnaire de ville, il veut des services, il veut une gamme de services. On l'a vu ce matin avec les jardins potagers, Romainville, la ville maraîchère, c'est ça, j'ai bien compris. La cité maraîchère, ça mais c'est un vrai projet. Je trouve que c'est un vrai projet de société, mais derrière, ça implique effectivement quelle fonction. J'ai besoin de quelle fonction au niveau des sols. Et après, une fois que j'ai défini les fonctions, quel sol, et après, quelle ingénierie. Et comment je vais mettre en œuvre ces sols. Voilà, donc c'est un peu l'idée. Donc les matériaux secondaires, ça je l'ai évoqué. Alors il y a la question des coûts, que je n'ai pas du tout mentionné. Et les limites, effectivement, c'est les coûts économiques et environnementaux, la valeur du matériau, le transport, le chantier, l'ACV aussi. Il ne s'agit pas de dire qu'on est durable si on va dégazer du CO2 à très grande quantité. Et puis les contraintes réglementaires au chantier, notamment les ICPE. Si je mentionne ça, c'est que c'est une réalité. Dans le cadre du programme L'Or Vert, on a mis 2 ans avant d'avoir l'autorisation de faire le projet. Voilà. Et c'était qu'un projet de recherche. Donc je ne vous dis pas quand il s'agit de mettre le projet en œuvre. Et en même temps, c'est la loi, il faut l'appliquer. Mais quelquefois, c'est quand même un peu long. C'est quand même un peu long et c'est quand même un peu trop long. Voilà. Je vais le dire comme ça. On pourrait aller plus vite. Et
c'est un universitaire qui vous le dit. Hein. Donc, non, mais pour l'avoir vécu, je pense que c'est pas le seul exemple. Je veux dire, chaque fois qu'on est dans cette situation, de passer à la vraie grandeur, eh bien, on se heurte à des difficultés. J'arrête. Donc voilà. Alors il y a une autre question, c'est la compétition avec les autres filières de valorisation. On a vu aujourd'hui la bioraffinerie, hein, beaucoup. Et donc on a toute une gamme de matériaux secondaires. Aujourd'hui c'est la manne. Demain ça va être beaucoup plus compliqué parce qu'on aura développé un ensemble de technologies qui permettent la valorisation de tout. Donc de la compétition, et peut-être que la construction de sol ne sera pas forcément très compétitive par rapport à d'autres valorisations plus rémunératrices. Voilà. Et puis la nécessité d'aller vers un OAD, un outil d'aide à la décision vraiment opérationnel pour optimiser la construction de sol. Voilà, je vous remercie pour votre attention.